Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Donc on va vivre effectivement une journée extraordinaire avec toute une série d'intervenants passionnants et des thèmes qui vont nous amener justement aux confins de l'univers mais aussi de nous-mêmes. Et donc pour cette première intervention, je voudrais dresser la table. Vous savez, pour qu'on puisse avoir des mets délicieux, il faut d'abord dresser la table, mettre le couvert. Eh bien, c'est un peu ce que je voudrais faire là maintenant, en parcourant justement tous ces différents domaines et en voyant un petit peu comment notre vision du monde a été transformée, comment cela nous ouvre justement à d'autres dimensions, ces dimensions de l'invisible. Alors, hop, si je peux avoir, voilà. Donc en fait, le monde moderne, eh bien, il y a un problème dans le monde moderne. Ce problème, c'est ce que Freud lui-même a appelé, c'est intéressant que ce soit Freud qui l'ait dit, la triple humiliation. Il dit voilà, avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde. Avec Darwin, il n'est plus au centre de la nature. Et avec moi-même, c'est Freud qui parle, hein, avec moi-même, il n'est même plus au centre de lui-même, parce que son inconscient est plus important que son conscient. Donc une triple humiliation de l'homme. Et en fait, effectivement, quand on voit cette décentration de l'homme dans la nature, on parle du fantôme de Copernic, vous voyez, hein, voilà, vous êtes ici, hein, voilà, vous n'êtes plus au centre du monde, le Soleil lui-même n'est pas au centre du monde, il est aux 2/3 d'une galaxie spirale, parmi des milliards et des milliards d'autres galaxies spirales. Donc il y a un désenchantement du monde dont ont parlé de nombreux philosophes. Ce désenchantement du monde, eh bien justement, il a été, entre autres, signalé par cet auteur anglais, il y a déjà un siècle, Charles Pierre Snow, qui parlait du fossé entre les deux cultures. En gros, l'homme moderne est un homme schizophrène. Et c'est un des grands problèmes de notre civilisation. Dans un cerveau, nous avons le cerveau rationnel, le cerveau de la science, le cerveau qui nous donne les vaccins, les médicaments, l'électricité, les ordinateurs, etc. Et puis nous avons l'autre cerveau qui nous dit que le monde a un sens, qui nous dit que la réalité va au-delà de ce que justement les visions mécanistes du monde peuvent nous dire. Et donc tout le problème de la modernité, c'est cette schizophrénie. Donc voilà comment est-ce qu'on peut dépasser cette schizophrénie. C'est ça le grand enjeu. Alors on va essayer de reconstruire une vision du monde aujourd'hui qui fasse sens et qui puisse nous faire nous rencontrer nos deux cerveaux, qui puisse nous faire nous rencontrer justement ces deux aspects qui sont profondément en nous. Alors première étape de la reconstruction, eh bien nous allons avoir tout à l'heure Igor et Grishka Bogdanov qui vont nous parler merveilleusement de l'univers, donc j'en parlerai très peu, mais simplement je vous montrerai ceci. C'est une image qui n'est pas très sympa, c'est un peloton d'exécution, vous êtes condamné à mort, vous avez devant vous un peloton d'exécution, les tireurs lèvent leurs fusils et tirent sur vous. Et puis vous êtes encore vivant. Et d'abord vous dites, mais c'est pas possible, c'est incroyable, ils ont tous raté la cible. Et puis après, vous dites, non, il y aura un truc, je vais faire le mort. Ils ont dû, en fait, c'est la résistance qui les a soudoyés pour sauver ma vie. Je vais faire le mort, ils vont m'amener à la morgue et je vais être sauvé. Parce que vous dites, c'est pas possible qu'il y en a un qui est raté parce qu'il avait trop bu, un autre qui est raté parce qu'un moustique l'a piqué au moment du tir, un autre qui était bigleux, un autre qui a eu pitié, c'est pas possible. On n'a jamais vu, hélas, pour les condamnés à mort, des pelotons d'exécution qui ratent, dont tous les membres ratent par hasard au même moment leur cible. Donc, il doit y avoir effectivement eh bien, une conspiration. Eh bien, cette conspiration s'appelle le principe anthropique de anthropos, l'homme, hein, et qui nous dit que finalement, eh bien, quand on regarde l'univers et quand on fait des simulations d'univers maintenant dans les grands ordinateurs, eh bien, quand on fait l'évolution de l'univers sur ordinateur, on se rend compte que si on change quoi que ce soit dans les constantes fondamentales, ici chaque constante représente un tireur, si on change quoi que ce soit, eh bien, l'univers se casse la gueule. L'univers ne peut pas accepter de voir se développer la vie et la conscience et même la complexité. Donc vous voyez, en fait, nous sommes, a priori, on se dit, nous ne sommes pas au centre de l'univers géographiquement. Vous avez vu qu'on n'était qu'un tout petit bout là dans l'univers. On n'est pas géographiquement, hein, on est sur une étoile de banlieue dans la galaxie, comme je l'ai montré. Mais en fait, la complexité que nous représentons est bien au centre des lois de l'univers. Encore une fois, nous entendons parler de l'univers cet après-midi avec les Bogdanov. Et donc, c'est la première étape de cette reconstruction d'une vision cohérente. La deuxième, eh bien, c'est quelque chose de très étonnant, dont on va aussi beaucoup parler. C'est la physique quantique. Et Niels Bohr, un des grands fondateurs de la physique quantique, disait à ses élèves « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair ».
Parce que la physique quantique, si on est clair, elle paraît incompréhensible. Alors j'ai quand même trouvé un petit film de vulgarisation qui est le plus compréhensible possible pour parler de la physique quantique. On va l'écouter maintenant. Regardez. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord, nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une
et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bi ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à avoir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Oui, alors vous voyez ce qu'il faut retenir de ça, et c'est assez extraordinaire, c'est que donc tout ce qui nous constitue, tous les particules élémentaires, ce zoo, on en découvre tous les jours des nouvelles, hein, les protons, les neutrons, les bosons, les leptons, etc., eh bien tous se comportent comme vous l'avez vu à l'écran. C'est-à-dire qu'en temps normal, ce sont des ondes pures. C'est pour ça qu'au début, il disait « je vais m'écraser contre le mur, j'espère que je ne vais pas avoir mal ». Eh bien si, parce que malheureusement, si vous pouviez prendre une brique en état ondulatoire, ça ne vous ferait pas mal, mais dès qu'elle touche votre tête, elle est bien matérielle. Dès qu'il y a interaction ou observation, l'électron, la particule onde, eh bien, devient un point matériel, voyez-vous. Et ça, c'est, comme il vous l'a dit, le grand mystère de la physique quantique. Donc retenez que tout ce qui nous constitue, nous, le fondement de nous-mêmes et des objets, ne sont pas des objets. Non seulement ce sont des ondes, mais en plus ils changent de nature, comme vous l'avez vu, quand on les observe. Et ça, effectivement, c'est une façon complètement différente d'envisager la réalité. Alors la deuxième grande idée, c'est ce qu'on appelle la non-localité ou non-séparabilité. Dans notre monde, à cause justement de la relativité générale d'Einstein, aucun signal ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et pourtant, depuis déjà 1982, l'expérience d'Alain Aspect, on peut montrer que deux particules jumelles qui ont été éjectées à partir d'un même atome, et bien tout ce qui arrive à l'une se répercute sur l'autre. Ça, c'est l'expérience d'origine, si vous voulez. Il y avait 12 mètres. Dans l'expérience d'origine, il y avait 12 mètres entre les deux boîtes là, qui sont à l'opposé du schéma. Dans le petit cylindre au milieu, on a un atome de calcium, on éjecte les deux particules. On va dans une boîte faire quelque chose sur l'une et on voit qu'immédiatement, ça réagit sur l'autre. Alors ça, c'était au départ, il y avait 20 mètres entre les deux boîtes. Aujourd'hui, on est par satellite à 1200 km entre les deux boîtes. Et de nouveau, tout ce qu'on fait sur l'une, particules dans une des boîtes, elles sont émises, ces particules, par un satellite, vous voyez, depuis l'espace, et elles sont à 1200 km de distance. En Chine, on agit sur une particule, ça a un impact sur l'autre. Là aussi, il y a quelque chose qui transcende totalement ici l'espace. Et la même expérience de non-localité, eh bien, elle transcende le temps. Vous voyez que même une revue assez scientiste comme Science et Vie le reconnaît. Eh bien, il y a effectivement, le temps n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pouvez mettre les particules, encore une fois, ça c'est Grishka qui va vous en parler tout à l'heure au niveau de la relativité générale, on peut mettre les particules dans une telle situation que ici, vu d'une particule, c'est les deux boîtes jaunes, les particules sont dans les deux boîtes jaunes que vous voyez à l'écran. Pour une particule, ici, si elle pouvait parler, elle dirait « c'est moi qui suis mesuré en premier ». Et l'autre dirait « ah ben non, c'est moi qui suis mesuré en premier », toujours si elle pouvait parler. Donc on met les particules dans une situation où, vu d'ici, c'est elle qui est mesurée en premier, vu d'ici, c'est elle qui est mesurée en premier. Dans cette situation tout à fait étrange, eh bien, la non-localité existe encore. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est indépendante de l'espace, mais indépendante du temps. On ne peut pas dire A est avant B, B est avant A, voyez-vous? Et donc ça, c'est une révolution, évidemment, et ça pose des questions clés pour la question de la conscience, qui est notre sujet aujourd'hui. La vision matérialiste est ainsi. Vous avez des particules qui forment des molécules, qui forment des neurones, et qui forment, bien sûr, la conscience. D'accord? Seulement voilà. On vient de vous montrer que l'observation modifie l'objet observé. Et si l'observation modifie l'objet observé, eh bien, on se retrouve dans la situation suivante. Vous avez des particules qui forment des molécules qui forment des neurones, les neurones qui forment la conscience. Oui, mais la conscience contribue aussi à déterminer quoi ? Eh bien, les propriétés des particules, certaines propriétés en tout cas des particules élémentaires, vous comprenez? Donc vous ne pouvez plus dire que la conscience est juste un épiphénomène issu de la chaîne, comme je vous l'ai montré avant, particules, molécules, neurones, puisque la conscience contribue aussi à définir les propriétés des particules. Et donc là, effectivement, on est dans une vision tout à fait différente qui ouvre la porte, en fait, vers un certain nombre de possibilités philosophiques, et on retrouve d'anciennes traditions. On
retrouve d'anciennes traditions parce que vous avez le mythe de la caverne de Platon qui vous dit, voyez ces hommes-là, dans la caverne, derrière le mur, ils voient des ombres. Les ombres qui se projettent sur le fond de la caverne sont en fait les ombres des gens qui passent à l'extérieur de la caverne et qui sont éclairés par un feu. Donc vous voyez, ils regardent ça et ils pensent en fait c'est la réalité. Eh bien non, la réalité, elle est là, à l'extérieur de la caverne. Et la plupart des physiciens quantiques nous disent que cette intuition de Platon d'il y a 2500 ans, eh bien, elle correspond bien au message que la physique quantique nous donne aujourd'hui de la vision qu'on peut avoir de la réalité ultime. La réalité ultime, elle est en dehors de la caverne, elle est là, elle n'est pas là, et nous voyons ça. Donc ça, c'est vraiment une découverte essentielle, l'idée effectivement que là, ce qui est la réalité ultime n'est pas de l'ordre du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, c'est quelque chose qui est derrière tout cela. Et Nicolas Gisin, donc un des grands physiciens quantiques qui a fait l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui montre que la non-localité est au-delà du temps, dit que les connexions, la non-séparabilité, ça vient de l'au-delà de l'espace-temps, puisqu'il n'y a aucune façon d'en parler, de les considérer à l'intérieur du temps et de l'espace. Donc, maintenant, on va passer à un autre domaine, celui des mathématiques. C'est un domaine qui paraît assez ardu, les mathématiques. En général, on a du mal à l'école avec les mathématiques. Et pourtant, c'est un domaine qui va peut-être plus que d'autres en sciences confiner à la mystique. Regardez par exemple Sir Roger Penrose, cher de mathématiques à Oxford, un des grands mathématiciens actuels. Il vous dit, selon Platon, les concepts, les vérités mathématiques résident dans un monde réel, j'insiste, mais dépourvu de toute localisation spatio-temporelle. Vous voyez, ça aussi, c'est au-delà de l'espace-temps. Et il vous dit, notre esprit a toutefois directement accès, grâce à une connaissance immédiate des formes mathématiques et une capacité à raisonner sur ces formes. Il est en train de vous dire, là, que l'esprit humain a accès à un autre monde. Ah, certes, ce n'est pas le monde des anges ou du paradis. Non, non, non. C'est le monde des objets mathématiques. Alors bon, vous allez dire, bon, à quoi ça nous avance? Mais c'est déjà énorme. Parce que ça veut dire justement que l'esprit humain est connecté à quelque chose. Et là, on est dans le domaine tout à fait rationnel. Regardez un autre grand mathématicien, un professeur au Collège de France, médaille Fields, c'est l'équivalent du Nobel en mathématiques. Voilà, Alain Cohn. Donc Alain Cohn, il vous dit ceci dans un débat avec Jean-Pierre Changeux. Et c'est très intéressant parce que Changeux est l'homme qui dit « l'homme n'a plus rien à faire de l'esprit ». Il lui suffit d'être un homme neuronal. C'est ce qu'on appelle un réductionniste pur et dur. Et Changeux lui dit, les mathématiques, moi, c'est vraiment l'idée de Platon. Il y a un autre monde, à l'extérieur de la caverne. Et Alain Cohn dit, moi, cet autre monde, je le vois. Enfin, je le vois, je sens, j'y vois les objets mathématiques. Et Changeux lui met une très, très grosse pression. Il lui dit, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis ça, tu trahis tout. Tu trahis la démocratie, les droits de l'homme, la République française, la Révolution de 1789. Alors vous avez pensé que c'est exagéré, mais c'est quasiment ça. Parce que Changeux est un matérialiste conséquent. Il se dit, on ne peut pas laisser un pied divin dans la porte. Si on ouvre une brèche dans le monde où nous sommes, dans le temps et l'espace, la matière et l'énergie, eh bien, justement, ça réouvre la porte à d'autres possibilités, entre autres philosophiques et spirituelles. Donc, il lui met une grosse pression. Et pourtant, regardez, Alain Cohn, j'ai souligné des mots en rouge. Au moment où elle a lieu, l'illumination implique une part considérable d'affectivité, de sorte qu'on ne peut rester passif ou indifférent. Les rares fois où cela m'est réellement arrivé, je ne pouvais m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. J'ai souvent observé la chose suivante. Une fois la première étape de préparation franchie, on se heurte à un mur. L'erreur à ne pas commettre consiste à attaquer cette difficulté de manière frontale. L'expérience montre que si l'on s'attaque à un problème directement, on épuise très vite toutes les ressources de la pensée directe rationnelle. Ce qui est frappant, c'est l'importance, quand je parle de procéder indirectement, de l'éloignement apparent entre le problème initial et le champ d'investigation du moment. Le mathématicien doit évidemment disposer d'une sérénité suffisante. On peut parvenir ainsi à une sorte d'état contemplatif qui n'a rien à voir avec la concentration d'un étudiant en mathématiques qui passe un examen. Regardez tous les mots que je viens de souligner, regardez-les. Illumination, larmes aux yeux, épuiser la pensée rationnelle, sérénité, état contemplatif. Vous avez vu ce vocabulaire? C'est le vocabulaire d'un mystique au fond d'un monastère chrétien ou bouddhiste qui vous dit comment il a un contact avec l'au-delà. Eh bien non, ça c'est le vocabulaire d'un des plus grands mathématiciens vivants, garanti 100% agnostique, pas du tout croyant, qui vous dit comment il a le contact avec la vérité mathématique.
Vous comprenez l'enjeu maintenant? C'est ça qui est intéressant. Et c'est là justement où le changeux dit c'est pas possible, tu peux pas dire ça, tu vas tout trahir, tu es dans notre camp, tu es un matérialiste comme moi, tu peux pas dire ça. Mais Alain Cohen dit non, il est honnête, il dit moi je suis obligé de le dire. C'est comme ça que ça marche, voyez? Et ça c'est extraordinaire, mais le plus extraordinaire c'est lui. Ramanujan était un jeune hindou, né dans très très pauvre en Inde, et qui écrivait des formules mathématiques. Il en a écrit des milliers. Et en Inde, personne ne les comprenait et tout le monde se fichait de lui. Il a envoyé ça à un grand mathématicien anglais qu'il a immédiatement fait venir à Cambridge, et il a pu démontrer avec difficulté, parce qu'en fait, ces mathématiques, il les entendait. Il disait, c'est ma déesse qui me les dit. Alors vous imaginez la tête des mathématiciens athées, voyant un hindou qui arrive et qui dit, c'est une déesse qui me dicte des formules. On dit, non, attends, arrête de déconner. Et donc, il a eu beaucoup de mal, parce qu'il ne pouvait pas les démontrer. Donc, il a fallu des mathématiciens autour de lui pour l'aider. Et le plus étonnant, c'est ceci. Regardez cette formule de pi. En fait, ici, le nombre pi, vous savez, c'est un nombre avec une infinité de décimales. Donc, le nombre pi est ici. Et en fait, vous avez une suite avec, vous voyez ici, là, une série avec le nombre n. Vous mettez n égale 1, n égale 2 jusqu'à n à l'infini. Chaque fois que vous faites tourner le truc, là, vous changez le n à chaque fois, eh bien, ça vous donne 8 décimales de pi. Ça, vous avez les 8 premières, puis les 8 suivantes, puis les 8 suivantes, vous comprenez? Et ça marche. Or, regardez ça. Regardez en haut, le 9801. Regardez ensuite 1103 plus 26 390 fois n. Non mais attendez, comment c'est possible de trouver ça sans démonstration? Il l'a écrit. Il a fallu, vous savez quoi? Il a fallu 77 ans pour démontrer que cette formule était exacte. Ça a été fait 77 ans après l'écriture par Ramanujan, par Jonathan et Peter Borwein. J'ai parlé récemment avec un autre grand mathématicien, Cédric Villani, lui aussi agnostique, non, lui aussi médaille Fields comme Alain Cohen. Et je lui ai parlé de Ramanujan. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ramanujan, pour nous les mathématiciens, c'est un vrai problème. Ouais, parce que là, on ne comprend pas. Vous savez quoi? On a mis un siècle pour démontrer 3000 des formules écrites par Ramanujan. Sur les 3000 formules, il y en a 100 de fausses. Donc il avait raison à plus de 99%. Il y a des grands scientifiques, il y a Einstein, il y a Newton, mais ça dépasse tout. C'est vraiment un problème pour n'importe quel scientifique qui se plonge sur ce qu'a fait Ramanujan. On se dit là, il y a un truc, on ne peut pas comprendre. Voyez. Et c'est pour ça que là, vous avez, à mon avis, là aussi, une porte ouverte vers une autre dimension. Et c'est pour ça que c'est très important de réfléchir sur la conscience. Si Ramanujan, si même des mathématiciens agnostiques ou athées peuvent dire « moi je suis en contact avec un autre niveau de réalité », qu'est-ce que la conscience de l'homme? Eh bien justement, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous aurons la chance d'entendre tout à l'heure Mario Borgard, et je voulais aussi vous montrer Dominique Laplane. Pas de la même génération. Dominique Laplane et Mario Borgard font partie des scientifiques qui nous disent justement que la conscience existe, deux neurologues qui nous disent que la conscience existe de façon universelle, que la conscience, en fait, elle est reçue par notre cerveau et non pas créée par notre cerveau. Exactement, dit Mario Borgard, comme une télévision. Ben oui, vous pouvez changer les composants de la télé, il n'y aura plus d'image, ou il n'y aura plus de son. Mais ce n'est pas, évidemment, la télé qui crée l'image, elle reçoit l'image, d'accord? Alors, une chose intéressante, puisque nous entendrons Mario tout à l'heure, mais Dominique Laplane, lui, a deux arguments très intéressants. Premièrement, il y a des états de conscience vides. Ça paraît bizarre, mais oui. Il y a des gens qui sont incapables d'agir. Ils sont dans un état comme s'ils étaient dans le coma. Ils ne bougent pas. Ils peuvent être dans la baignoire. Ils peuvent rester dans la baignoire toute leur vie. Ils vont mourir dans la baignoire. Vous leur dites, mais lève-toi et habille-toi, enfin, sors de la baignoire. Et là, il n'y a aucun problème. Ils sortent de la baignoire et ils s'habillent. Ils peuvent même jouer au bridge, ils peuvent faire des choses très sophistiquées si on interagit avec eux. Tant que vous n'interagissez pas avec eux, ils sont comme des légumes. Donc Dominique Laplane a étudié ces gens et leur a dit, mais quand vous êtes dans cet état bizarre, là, vous ne faites rien, vous êtes conscient? Ben oui, docteur. Mais conscient de quoi? Ah ben de rien. C'est pas possible ça. Si vous êtes conscient de quelque chose. On n'est pas conscient de rien, on a des états de conscience. Ah ben docteur, c'est peut-être impossible pour vous, mais pas pour moi. Donc voilà, donc cette idée, c'est que la conscience existe à l'état pur et que certains méditants orientaux font beaucoup d'efforts pour atteindre cet état, qui est sans doute le même état que ces pauvres patients, eux, bien à leur corps défendant, atteignent évidemment à cause d'un problème dans le cerveau. Donc voyez-vous, cette idée que la conscience existe à l'état pur est déjà une idée importante. La deuxième idée, c'est cette idée de la pensée sans langage. Vous avez deux témoignages ici.
d'un scientifique, Jacques Lorda, et vous avez un philosophe, Edwin Alexander, à ne pas confondre avec Eben Alexander dont je vous parle dans un instant. Et ces deux ont eu une maladie très rare qu'on appelle l'aphasie, où vous avez plus de mots pour exprimer. Non seulement vous ne pouvez pas parler, mais dans votre tête, vous ne pouvez pas raisonner. Vous ne pouvez pas dire j'aime parce que vous n'avez plus le mot aime, voyez-vous. Vous pouvez pas, votre pensée n'a plus de mots. Vous vous rendez compte? C'est incroyable comme état, c'est paniquant. C'est une maladie. Eh bien, ces deux personnes, un grand scientifique et un grand philosophe, sont sortis de cet état. Ils ont guéri. C'était après un AVC. Ils ont retrouvé la parole. Et ils ont témoigné tous les deux. Et ils ont dit, voyez, le premier dit, je sais d'après mon expérience qu'on peut penser, combiner des choses abstraites, les distinguer, sans avoir aucun mot pour les exprimer. Et le philosophe dit, je possédais encore les concepts, mais non le langage. J'avais la compréhension du monde, de moi-même, des relations sociales. Mais en fait, j'avais plus rien. J'avais plus de grammaire, j'avais plus de vocabulaire, j'avais plus rien. Et donc, je pouvais uniquement avoir des concepts. Mais il dit, attention, j'avais des concepts très sophistiqués. J'avais le concept de 10 commandements. J'avais le concept de solidarité. Mais je ne savais pas du tout les exprimer par des mots. Donc, vous voyez, ça vous donne déjà l'idée qu'il y a quelque chose au-delà des choses évidentes. Hein, la conscience, pour la science classique, c'est que des contenus de conscience. Et le langage, évidemment, c'est la pensée se formule avec des mots. Eh bien non, il y a une pensée sans langage et il y a une conscience vide, une conscience absolue. Alors, continuons à progresser. Abordons maintenant, donc je précise au passage que le livre de Mario Burgard, vous en parlez tout à l'heure, est paru, donc un saut quantique de la conscience, et celui de Dominique Laplane paraîtra aux éditions d'Hervy au mois de mai. Mais abordons maintenant l'un des expériences d'approche de la mort, qui sont évidemment un de nos grands thèmes, sur lesquels nous entendrons entre autres le docteur Jean-Jacques Charbonnier cet après-midi. Donc vous avez ici Pim van Lommel, qui est un cardiologue qui a fait une des plus grosses expériences publiées dans des revues officielles, des revues dites à référer, hein, où il montre qu'en fait, vous avez 18% des gens qui ont vécu un arrêt cardiaque qui ont rapporté ces fameuses expériences où ils ont l'impression de décrire une sortie du corps, voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir avec leurs yeux, etc. Et il ose dire dans une grande revue scientifique que comme on n'a pas de preuves pour toute autre théorie expliquant ces expériences de sorte d'approche de la mort, la position largement adoptée mais jamais prouvée, il ose le dire, selon laquelle la conscience, les mémoires sont localisées dans le cerveau, doit être discutée. Ben oui, le cerveau n'est peut-être pas le créateur de la conscience, c'est peut-être comme une télévision qui reçoit effectivement des signaux. Et ça, c'est quand même très audacieux de dire cela dans une grande revue scientifique. C'était Pim van Lommel il y a déjà quelques années. Mais depuis eh bien, il y a eu l'expérience faite par un neurologue, donc Eben Alexander, qui était un professeur de neurologie à Harvard, et qui a écrit ces deux livres, donc La preuve du paradis, où il décrit comment, dans un cas de méningite extrêmement grave, son cerveau était complètement HS et il a vécu une expérience qui a remis en cause, justement, on va le voir, toutes ces certitudes. Et il en débat, La preuve du paradis, il raconte son expérience, mais j'ai surtout été intéressé par ce livre où il débat avec Raymond Moody, qui est, comme vous le savez sans doute tous, le grand-père, en quelque sorte, de ce domaine des NDE, des expériences d'approche de la mort. Et il débat avec Moody, et dans ce débat, il dit un certain nombre de choses, il approfondit son expérience. Par exemple, il dit, pour moi, il était clair comme du cristal que mes concepts de conscience, de cerveau, d'esprit, d'âme étaient complètement faux et que le cerveau ne crée pas la conscience. Vous voyez ? Tout ce qu'il a appris pendant l'expérience, il dit, ça remet en cause mes conceptions du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie. Et surtout, il dit, mon expérience m'a montré très clairement que la conscience est bien plus riche à l'extérieur du cerveau. Vous vous rendez compte de la provocation pour ses collègues scientifiques de dire ça. La conscience est bien plus riche quand elle est libre de ses limitations physiques, quand elle n'est pas dans le temps et dans l'espace. Il dit, vous êtes complètement hors du temps. Hors du temps, vous vous rappelez ? La physique quantique vous a dit, la réalité ultime est hors du temps. Vous commencez à voir la cohérence de tout ça, hein ? Vous êtes complètement hors du temps, de multiples choses se produisent en même temps, vous voyez dans toutes les directions à la fois, vous voyez à travers tout, vous devenez la scène tout en l'observant. Donc vous voyez que ça, effectivement, eh bien, c'est un indice, à mon avis, très fort, c'est un indice, pas une preuve, qu'il a rejoint justement cette réalité dont nous parle aussi la physique quantique. Et c'est intéressant de voir que Eben Alexander lui-même, s'il vous plaît, Eben Alexander lui-même nous dit que
la physique quantique apporte des pistes de réflexion passionnantes sur cet aspect et la façon dont notre réalité physique n'est pas ce qu'elle semble être et dépend finalement beaucoup de la conscience pour émerger. Vous voyez ? Donc il a fait le lien lui-même avec la physique quantique en fonction de son expérience et il dit que science et spiritualité sont finalement beaucoup plus proches qu'on l'imagine. Vous voyez qu'il y a déjà chez lui une unification de ces deux cerveaux, le cerveau de la science, le cerveau de la spiritualité. Alors vous voyez comment déjà on a une matrice, je dis qu'on peut dresser la table pour toute une série de phénomènes. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Moi-même, je suis toujours en général assez sceptique et très prudent sur toutes ces tentatives, ce qu'on appelle la transcommunication, vous savez, ou les médiums, de communiquer avec l'au-delà, ce genre de choses. Bon, vous dites, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes ? Ce n'est pas forcément toujours des phénomènes qui me paraissent crédibles. Et puis, pourtant, j'ai eu un cas, et il y a des gens qui vous racontent des phénomènes extraordinaires, mais vous dites, bon, qu'est-ce que cela donne ? Et puis, j'ai une amie d'enfance qui a, pendant 3 ans, vécu une très très belle histoire d'amour avec une personne que j'ai connue. Et cette personne est décédée très très rapidement, en 3 mois, d'un cancer du cerveau. Donc une histoire assez tragique, évidemment. Et puis, eh bien, cette amie, un jour, a eu un appel sur son téléphone. Elle a eu un appel qu'elle n'a pas pris, donc c'est passé en messagerie. Et elle a ensuite écouté la messagerie. Elle a entendu quelque chose. Et là, c'est vraiment c'est quelque chose qu'elle a fait ensuite écouter à d'autres personnes. Elle a une voix qui est très déformée, très courte, vous allez l'entendre. Mais certaines personnes disent « Ah ben oui, c'est Serge qui te parle là ». Sauf qu'elle n'a pas dit que c'était 3 mois après la mort de Serge. Et donc, ensuite, elle a eu l'idée d'appuyer sur le bouton rappel. Et on lui dit, vous allez entendre, Orange vous informe que ce numéro n'est pas attribué. Alors, bien sûr, ça, en tant que scientifique, je peux pas. Un jour, on pourra peut-être faire une étude entre la voix de Serge vivant et ce qu'on va entendre très très brièvement dans cet audio. Mais on va l'entendre d'abord une fois, puis je vais vous le passer 6 fois de suite pour qu'on entende bien. C'est très très étouffé, comme les voix en transcommunication. Alors, je ne peux pas vous garantir quelque chose, mais quelqu'un qui lui fait une farce, je ne sais pas moi, mais je peux vous garantir une chose. Chantal, c'est quelqu'un que je connais depuis l'âge de 5 ans. On a été élevés ensemble dans un petit village à Préchac, à 200 km d'ici. Et donc, ce n'est pas quelque chose de truqué. Voilà. Après, on peut toujours dire, bon, c'est pas ce que c'est une farce, je ne sais pas, mais on va l'écouter maintenant. Écoutons-le. Aucun nouveau message. Vous avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites le 1. Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. Message sauvegardé. Reçu vendredi 18 à 18h32. Pour appeler votre correspondant, faites le dièse. Pour écouter, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Numérotation en cours. Bonjour. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Aucun Écoutons-le. nouveau message. Vous Écoutons-le. avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites le 1. Message sauvegardé. Reçu vendredi 18 à 18h32. Pour appeler. Reçu vendredi 18 à 18h32. 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 Alors, vous voyez, j'ai de mauvaises oreilles, mais on entend très très bien le « je t'aime » quand on écoute 6 fois. Évidemment, ce n'est pas la seule manifestation que Chantal a eue, mais c'est une manifestation objective et intéressante. Encore une fois, en tant que scientifique, je ne peux pas dire que c'est une preuve, mais en tout cas, c'est quelque chose dont je sais que ce n'est pas truqué. Et donc, il se trouve que Chantal est ici, et je voulais que vous l'entendiez 2 minutes pour qu'elle vous parle de son expérience et de ce qu'elle a vécu. Chantal, si tu veux bien venir. Oui, donc des manifestations de Serge, j'en ai eu beaucoup. Je sentais quand il venait et qu'il me prenait dans les bras. Je sentais quand il passait dans mes cheveux. J'ai trouvé une carte de visite sur mon carrelage. Et cette carte de visite, en fait, je l'avais vue juste une fois.
J'ai eu enfin, il s'est manifesté aussi par des manifestations électriques. Le micro-ondes qui s'est mis en route alors qu'il était sur position arrêt. Ça a duré 3 jours de suite. Il y a eu le radiateur qui s'est allumé dans une pièce inoccupée et alors qu'il était sur position 0. Je l'ai reçu aussi beaucoup par songe, et dont notamment une nuit où je rêvais, et puis tout d'un coup j'ai senti une aspiration, comme ça, vers en haut. Donc j'ai eu très peur, en fait, je me demandais ce que c'était parce que je sentais bien qu'il y avait un contact qui voulait se faire. Et puis là j'ai eu une pensée et j'ai dit mais Serge, si c'est toi, tu restes. Et là il est arrivé derrière mon dos, je l'ai senti, il a mis ses mains dans mes 2 mains, et il bougeait en fait son doigt, et je comprenais qu'il voulait un stylo. Et là, évidemment, l'émotion était très forte. Et donc, j'ai voulu faire 3 pas en avant pour aller chercher le stylo. Il m'a attiré vers lui et il a déposé un baiser au milieu de mes omoplates. Donc, je peux vous assurer que ce contact-là, il était vraiment réel. Je l'ai bien ressenti. Et là, je lui disais, mais enfin, tu te rends compte, je sens ton baiser au milieu de mes omoplates. Je sens tes mains dans les miennes. Je sentais même les petits poils qu'on a sur les doigts. Donc à un moment donné, je l'ai vu, il s'était mis de côté, il regardait droit devant lui, il était déterminé, il voulait aller chercher ce stylo. Donc là, l'émotion était trop forte et je me suis mise à pleurer. Donc ça a coupé le contact. Je suis allée chercher un papier, un stylo. Je me suis assise sur le lit et je me suis dit, parce que je croyais que c'était de l'écriture automatique. Donc au bout d'1 heure, il ne se passait rien du tout. J'ai dit, mais enfin, pourquoi tu veux un papier, un stylo, puisqu'il ne se passe rien? Et là, j'ai compris en fait qu'il voulait que j'écrive tout ce que je venais de vivre. Donc c'est ce qui m'a décidé en fait à écrire pour témoigner, de faire un livre. Voilà. Merci, on applaudit. Chantal Dubourdieu, Parce que l'amour continue, un très beau titre qu'elle a trouvé. Je peux dire que ce livre est un petit miracle, parce que Chantal et moi, même si on s'est connus depuis l'âge de 5 ans, on a eu des routes très divergentes, et Chantal, qui est restée après Chac et qui était ouvrière dans une usine à bois, c'était, je pense, la dernière personne dont j'imaginerais qu'elle ferait un livre un jour. Eh bien, ce livre, elle l'a écrit toute seule, je peux en témoigner, vraiment toute seule. Personne ne l'a réécrit, contrairement aux livres de nos footballeurs ou de nos artistes. Personne n'a réécrit son livre, elle l'a écrit toute seule, et c'est un petit miracle, justement, que, comme dans la situation qui est la sienne, elle ait pu ainsi écrire ce livre et rapporter cela. Donc encore une fois, pour moi, en tant que scientifique, je ne vais pas dire que c'est des preuves, je sais une chose, en tout cas, le message que vous avez entendu, quel qu'il soit, il n'est pas truqué. Ça, je peux vous le certifier absolument, connaissant Chantal. Alors maintenant, avant de conclure, on va aborder un dernier domaine qui est très important, c'est le domaine du vivant. Dans le vivant, on dit, mais finalement, nous ne sommes rien d'autre, vous savez, c'est la deuxième humiliation de l'homme. Nous ne sommes rien d'autre qu'un singe un peu amélioré. Il y a des scientifiques comme Pascal Pic qui vous disent, l'homme ne descend pas du singe, l'homme n'est qu'un singe comme un autre. Racontez pas d'histoire, on est juste un singe un peu plus malin que les autres. Eh bien, là, il y a une nouvelle vision de l'évolution qui est importante, j'en dirais juste un mot, pour qu'on la comprenne. Regardez ici. Vous avez l'idée de billes, vous voyez les billes là? Vous lâchez des billes sur une montagne, une colline. Les billes vont évidemment prendre les chemins en creux. Les billes, au hasard, vont s'entrechoquer entre elles. Vous aurez des billes ici, ou vous aurez des billes là, mais par hasard, aucune bille n'est arrivée là, voyez-vous. Eh bien, ces chemins représentent les chemins possibles de l'évolution. Par exemple, l'homme peut être ici, et puis le poisson peut être là. Et puis là, ce serait un dinosaure intelligent bipède. Peut-être qu'il existe sur d'autres planètes des dinosaures intelligents bipèdes, mais sur Terre, il n'y en a jamais eu parce qu'ils ont été éradiqués par la chute d'un météorite, voyez. Donc il y a du hasard, mais le hasard n'exclut pas que l'évolution est déjà encadrée, que l'évolution vers des êtres comme nous est déjà inscrite dans les lois de la nature. Et ça, c'est une nouvelle vision de la vie, au-delà du hasard et de la sélection naturelle, qui est développée aussi par de très grands scientifiques. Regardez ici Simon Conway Morris qui nous dit « Pour les darwiniens classiques, il est très improbable... » Alors, c'est le professeur de paléontologie de Cambridge. Donc, vous voyez, là, je vous mets que des gens de top niveau. Il dit « Pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. » Le phénomène de la convergence évolutionniste, alors c'est quoi la convergence? C'est justement que l'évolution chemine par différents chemins et arrive au même endroit. Regardez, vous avez les mêmes yeux, vous avez les mêmes yeux que, par exemple, tous les autres animaux mammifères. C'est des yeux qu'on appelle caméras, qui font des focus comme une caméra. En fait, c'est la caméra qui est inspirée de l'œil, d'accord? Et les mouches ont des yeux complètement différents, vous êtes d'accord? Donc ça, c'est normal. Mais par contre, est-ce qu'on peut laisser à l'écran, s'il vous plaît, voilà, toujours le texte, merci. Les yeux, par exemple, des mouches sont complètement différents. Mais le calamar, les araignées, une seule espèce d'araignée, contrairement à toutes les autres, et même une méduse qui n'a pas de cerveau, ils ont des yeux très sophistiqués à cristallin rétine.
Donc comprenez l'argument. L'argument, c'est ce que je vous disais. L'évolution est canalisée vers des solutions, ce qu'il appelle en fait lui-même des formes fonctionnelles possibles. Et il vous dit, voilà, puisque l'évolution est canalisée vers un petit nombre de solutions, eh ben, un tel programme de recherche pourrait révéler un niveau plus profond de la biologie dans lequel l'évolution darwinienne resterait un concept central. Bien sûr, il y a entre autres les antibiotiques, on va en parler, ça marche façon darwinienne. Vous avez un nouveau virus que vous ne connaissez pas, eh bien, votre système immunitaire va faire des essais pour essayer de trouver comment combattre ce virus. Vous savez, c'est un système d'essais et d'erreurs. Heureusement, parce que votre système immunitaire n'a pas la banque de tous les virus qui existent. Donc, il dit ici que si on cherche dans cette direction, les formes fonctionnelles possibles, c'est-à-dire la forme homme, la forme poisson, etc., sont prédéterminées depuis le Big Bang. Donc là, c'est complètement différent. Un des plus grands scientifiques actuels est en train de vous dire, dans le domaine de l'évolution, que, en fait, nous sommes, d'une certaine façon, inscrits dans les lois de la nature. Et ça change beaucoup de choses, parce que vous savez quoi ? Il y a ce que j'appelle, moi, la théorie du décalage. Aujourd'hui, on sait très bien toute une série des choses dans les sciences de la matière, mais les sciences de la matière ont un décalage d'1 siècle. Elles ont 1 siècle d'avance sur les sciences de la vie et les sciences de la conscience. Et vous savez quoi ? Ce décalage se perpétue depuis 500 ans. Newton, vous voyez, Newton était capable de vous prédire le retour d'une comète. Au même moment, eh bien, les médecins n'étaient absolument incapables de savoir comment le sang circulait. D'accord ? Donc là, il y a un décalage entre nos connaissances dans les sciences du vivant et de la conscience. Et c'est pour ça que la science actuelle, dans les sciences du vivant et de la conscience, elle est très réductionniste. Alors que dans la physique, les mathématiques, l'astrophysique, elle est déjà très avancée vers un nouveau paradigme. Alors on va vous dire, voilà, Laurent Alexandre vous dit on va vivre 1000 ans. Eh bien, vous savez quoi, les amis, c'est pas pour demain qu'on va vivre 1000 ans. Ouais. Regardez ça, je l'ai prédit en tant que prospectiviste. C'est un scoop. L'espérance de vie est en baisse. Pour la première fois depuis la guerre, elle est en baisse en France, mais elle est en baisse aussi aux États-Unis. Et encore pire, aux États-Unis, elle baisse 2 fois, 2 années de suite. On n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils vous disent « Ah, c'est parce qu'il y a plus d'overdose. » Tu parles. Ah, les médicaments, oui, d'accord, mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il y a de plus en plus de cancers. Il y a une explosion du nombre de cancers. Regardez autour de vous. Dans votre famille, vous connaissez tous une personne qui a un cancer. Or, on ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas guérir le cancer de façon... Si on comprenait vraiment ce qu'était le vivant, vous savez ce qu'on ferait ? On enverrait une petite sonde qui tuerait une à une les cellules cancéreuses. Là, on fait la stratégie de la Deuxième Guerre mondiale. On envoie un bombardier qui tue 200 000 personnes, enfin beaucoup de bombardiers, 200 000 cellules cancéreuses, 200 000 cellules saines, excusez-moi, 200 000 cellules saines pour tuer une cellule cancéreuse. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on tuait 200 000 personnes pour effectivement détruire une gare ou une usine d'armement. Voyez, donc il y a un vrai problème là-dessus. Et on ne vous le dit pas pour ne pas vous décourager de donner au Téléthon, évidemment, et ce genre de choses. Et puis, évidemment, vous avez les lobbies pharmaceutiques, les inventeurs de maladies. Voyez, on vous dit qu'effectivement, là, oui, il y a des médicaments qui rendent malade. Ça, d'accord. Il y a parfois des médicaments, on a eu certains exemples redoutables en France et à l'étranger, qui vous rendent plus malade que vous guérir. Et évidemment, ça, c'est malheureusement lié à l'appât du gain d'un certain nombre de personnes. Donc, pour vous faire comprendre où est aujourd'hui l'état de la biologie, quand un Airbus décolle ici à Toulouse, on sait au micromillimètre près tout ce qui va se passer. Alors que dans le passé, on rajoutait, dans les années 1920, on rajoutait 1 aile, on rajoutait 2 ailes, on rajoutait 3 ailes, on mettait un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, vous voyez, on bricolait. Ben, c'est que ça le vivant aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on vous raconte sur le vivant, les OGM, tout ça, c'est juste du bricolage. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait, comme ce magnifique, entre guillemets, magnifique avion qui s'appelle le Caproni CA-60. C'est pas une blague, ce n'est pas photoshopé, non. Ceci n'a pas été photoshopé, je vous le garantis. C'était l'avion en 1920 fait par des Italiens qui devaient traverser l'Atlantique. Il y a 9 ailes. 9 ailes, vous avez vu sur cet avion. 3 fois 3 ailes. Eh bien, cet avion s'est écrasé dès son premier vol. Ben voilà, c'est un peu l'état aujourd'hui de la biologie et des sciences de la conscience. Ils font des choses remarquables. Attendez, c'est remarquable de voler. C'était remarquable de faire un avion comme ça en 1930. Je ne veux pas critiquer 1920. Je ne veux pas critiquer, mais on est dans cet état-là. Voilà pourquoi il y a des tas de choses encore à comprendre au niveau de la biologie et au niveau de la conscience. Et vous avez le professeur Antoine Andremont, que je connais depuis 20 ans, qui depuis 20 ans dit « Attention, attention, c'est très grave ce qui se passe. Plus vous donnez d'antibiotiques aux gens, plus par des phénomènes purement
darwinien, là. On n'est pas dans mon idée d'une évolution programmée. Non, non, il y a des phénomènes purement darwiniens, mais qui sont secondaires par rapport à cette évolution programmée. Eh bien, ces phénomènes darwiniens font que plus vous avez d'antibiotiques, plus vous devenez résistant aux antibiotiques, et c'est pour ça qu'il y a des maladies nosocomiales qui font qu'aucun antibiotique ne peut tuer ces bactéries ultra résistantes. Et là, on a un gros risque de santé. Dans 20-30 ans, on ne sait pas encore, on va retourner vers le passé. On va mourir de simples infections, malheureusement, qu'on pouvait guérir très facilement pendant un siècle, depuis l'invention de la pénicilline. Et bien, dans 30 ans, on risque de se retrouver à poil. Donc, vous voyez pourquoi il est très important d'avoir une nouvelle médecine, une nouvelle biologie, une nouvelle approche de la conscience aussi. Voyez, n'oubliez pas ça. Donc il y a un décalage entre les sciences de la physique, entre les sciences de la matière, de l'univers, et puis les sciences de la vie et de la conscience. Donc, il est temps de conclure maintenant. Nous avons donc parcouru toute une série de grands domaines scientifiques pour, encore une fois, mettre le couvert, dessiner le décor de cette journée. Eh bien, on va maintenant conclure, regardez, on va conclure de 3 façons différentes. Premièrement, regardez, vous avez une véritable révolution conceptuelle. On a changé de vision du monde totalement. On est passé de la vision du monde classique, Newton, le temps et l'espace sont absolus, à la relativité du temps et de l'espace, au Big Bang, je dis encore une fois, Grishka vous en parlera cet après-midi, et le principe anthropique, dont j'ai parlé, c'est le peloton d'exécution, du déterminisme de quelqu'un comme Laplace, qui disait qu'on pourrait en théorie tout prédire. Eh bien, on est passé à ce principe d'incertitude qui vous dit parce que les électrons ondes deviennent des corpuscules, quand on les observe, il y a une incertitude fondamentale dans la nature qui débouche sur la non-localité quantique, le lien mystérieux entre les 2 particules. D'accord ? Ça, c'est Bohr-Heisenberg, la physique quantique. Je ne vous ai pas parlé de Gödel, je vous ai parlé des mathématiques, du platonisme en mathématiques, mais l'idée, vous avez aussi en mathématiques l'idée que tout système logique humain est incomplet. S'il est cohérent, il est incomplet. Théorème d'incomplétude de Gödel, rajoutez ici le platonisme en mathématiques, Ramanujan, Alain Cohn, etc. On passe de l'idée de la sélection naturelle darwinienne à cette idée d'une évolution canalisée vers plus de conscience, dont le grand leader a été Pierre Teilhard de Chardin, quand il vous disait « mais oui, mais regardez, en fait, un homme est plus intelligent qu'un singe, un corbeau est plus intelligent qu'un pigeon, un dauphin est plus intelligent qu'une baleine, même, par exemple, les termites font des choses plus sophistiquées encore que les fourmis et les abeilles que les guêpes, voyez-vous. Donc vous avez vraiment cette idée ici d'une montée vers la conscience. L'évolution est canalisée vers plus de conscience. J'aurais pu aussi vous parler dans la chimie du passage de l'analyse de l'équilibre à la théorie du chaos. Vous voyez, là aussi, c'est un monde, théorie du chaos, on parle d'imprédictibilité, on parle avec le théorème de Gödel d'incomplétude, avec la physique quantique d'incertitude, et puis on est passé de l'homme neuronal de changeux à l'idée de l'existence d'une conscience à l'état pur, comme on l'a vu, sans parler de la NDE, voire des communications avec l'au-delà. Donc vous voyez qu'en restant dans la science pure et dure, on a vraiment un switch de vision du monde extraordinaire. Et c'est ce switch de vision du monde-là qui va nous permettre de réconcilier nos 2 cerveaux. Regardez, toutes les religions disent depuis des siècles qu'il y a un au-delà, qu'il y a un autre monde, et que cet autre monde, eh bien, l'esprit humain peut être en contact avec cet autre monde. Cette idée, qui est à la base de toutes les religions, même les religions non monothéistes, comme le bouddhisme, le taoïsme, elles disent ça, l'hindouisme, il y a un autre monde, 1. Et 2, l'esprit humain peut être en contact avec cet autre niveau de réalité. Eh bien, la vision moderne, cette vision rationnelle, elle avait donné l'image que c'était stupide. Ben non, il n'y a qu'un seul niveau de réalité, et l'être humain, c'est juste des neurones, d'accord ? Des neurones qui créent la conscience. Eh bien non, non. Ce que je viens de vous montrer, c'est que nous venons de voir, oui, il y a un autre niveau de réalité au-delà du temps et de l'espace. Ça, la physique quantique nous le dit avec force. Alors, ce n'est pas forcément un niveau divin, mais il y a un autre niveau de réalité, c'est certain. Ensuite, existe-t-il un principe, est-ce que c'est crédible de parler d'un principe créateur au plan rationnel? Oui, à cause de cette histoire du réglage de l'univers, à cause de cette histoire du peloton d'exécution, que finalement, ce n'est pas possible que le peloton d'exécution, tout le monde ait raté la cible par hasard. Il a bien fallu que, quelque part, il y ait un petit complot, et ce n'est pas la théorie du complot, il y a un petit complot pour que tout le monde rate la cible, voyez-vous. Donc, ce n'est pas une preuve, mais il est rationnel de parler d'un principe créateur. L'esprit de l'homme peut-il être en contact avec un autre niveau de réalité? Mais bien sûr, vous disent tous les grands scientifiques mathématiciens que j'ai cités tout à l'heure, surtout quand on voit Ramanujan.
Voyez ? Peut-on penser que la conscience existe hors du cerveau ? Bien sûr, vous disent des gens comme Dominique Laplane pour qu'il existe une conscience vide au-delà du cerveau. Bien sûr, vous dit Eben Alexander et ceux qui ont fait l'expérience de la NDE. Voyez-vous ? Donc on a tous ces éléments-là. On a maintenant toutes les cartes en main pour ce qu'on appelle un réenchantement du monde. On peut maintenant espérer combler ce fossé entre ces deux cultures, ce fossé entre les deux cerveaux, entre ce cerveau rationnel et ce cerveau intuitif qui nous dit que le monde a un sens. On peut bâtir une vision du monde qui bénéficie du souffle que donne la transcendance. Parce qu'un monde sans transcendance n'a pas de souffle, mais aussi de la solidité que donne la raison. Parce que la transcendance sans la raison, hélas, on le voit aujourd'hui, ça peut générer des monstres. Alors je vais terminer avec une seule image. Et cette image, très particulière, elle est faite par un peintre qui s'appelle Escher. Cette image est très symbolique. Regardez, c'est un jeune homme, là, il est ici, il regarde un tableau dans une galerie de tableaux. Vous voyez la galerie de tableaux ? Il y a un tableau, et si vous suivez la limite du tableau, vous le voyez, vous suivez mon petit point rouge là, il est dans le tableau qu'il regarde. Vous allez dire, c'est pas possible, ça c'est truqué, on ne peut pas être dans un tableau qu'on regarde soi-même. Oui, effectivement, c'est truqué. Si vous prenez la grille sous-jacente au tableau, pour un tableau normal, tous les carrés devraient avoir la même taille, vous voyez. Et là, tous les carrés ont en fait des tailles différentes. Il y a une torsion, et cette torsion que vous voyez dans la grille sous-jacente au tableau, on la retrouve dans le tableau. Mais le plus important, c'est là. Vous voyez le trou ici ? Il y a un trou. Hein, il y a un trou aussi petit que vous voulez, vous savez, c'est comme si vous faites 1 plus 1,5 plus un quart plus un huitième, etc. Bah oui, ça converge, 1 plus 1,5 plus un quart plus un huitième, ça converge vers 2, mais ça n'arrivera jamais à 2, vous voyez, sauf à l'infini. Donc il y a toujours un trou au centre, et regardez, dans le dessin, il y a un trou. Il y a un trou, et heureusement qu'il y a un trou. Regardez le sens. Ici, il y a un bateau, ici, il y a de l'eau, ici, il y a une ville, et là, dans la ville, il y a le musée. Et le trou qui est là, s'il n'y avait pas de trou, imaginez qu'il n'y ait pas de trou. Vous avez ici, l'eau du port toucherait le sommet de la galerie, là, le sommet de la galerie de tableau. Et sauf s'il y a une fuite d'eau, c'est totalement incohérent de voir de l'eau au plafond ici. Vous êtes d'accord ? Donc c'est le trou, et seulement le trou, qui rend ce tableau cohérent. Si ce tableau était complet, il serait incohérent. C'est la représentation graphique du fameux théorème de Gödel qui vous dit que tout système logique qui est complet est incohérent. Si ce tableau est complet, il est incohérent. Il faut qu'il soit incomplet pour être cohérent. Mais il représente bien plus que le théorème de Gödel. Il représente tout ce qu'il y a derrière le cerveau et qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'il y a derrière la matière et qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'il y a derrière l'univers et qu'on ne peut pas voir. C'est pour moi vraiment le logo de la nouvelle vision du monde. Et regardez, le peintre Escher, c'est le seul tableau au monde, il a signé dans le trou, là, M.C. Escher, il a signé dans le trou pour dire l'essentiel est là, l'essentiel est dans ce qu'on ne voit pas. Et un homme qui a été très important ici à Toulouse, qui est parti de Toulouse pour explorer justement l'univers et le monde, un des pionniers de l'aéropostale, l'a dit magnifiquement. Et pour moi, cela fait écho à ce dessin quand Saint-Exupéry a dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Je vous remercie.